Est-ce que tu sais ce qui est petit, bleu, poilu et qui a 4 bras? Un Tardis qui aurait mal tourné. Non. Un Gremlins tombé dans de la peinture. Non. Alors j'en ai aucune idée. Bah, Stitch. Ah bah oui, c'est vrai. 100K. Oh, t'es mort? Ouais, man. L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouveau podcast de la Chimérathèque Projection perdue. Aujourd'hui, on va attaquer le 76e long métrage d'animation Disney Lilo et Stitch. Et pour en parler, je suis avec Damien. Salut Damien, ça va? Je crois qu'on a perdu Damien. Bonjour Louis, ça va très bien. Et toi? Eh ben super, je suis content d'aborder ce film qui va pas tant marquer pour mon enfance. Si je t'ai proposé ce film, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont hyper fans de Stitch. Et du coup, j'ai mené une enquête et je te propose qu'on découvre le résultat de cette enquête à la fin du podcast, une fois qu'on aura pu aborder le film. Ça te va? Putain, maintenant on fait des teasers dans nos émissions, ça marche. C'est parce qu'on est chez Disney, donc faut tout pour le marketing là. Alors Damien, est-ce que tu pourrais me résumer le film au cas où des gens ne connaîtraient pas l'histoire? Alors, le film s'ouvre sur un conseil intergalactique qui juge un savant fou, Jumba, pour l'une de ses créations, une de ses expériences, 6 de 6. Jumba, il l'a créé dans l'idée de créer une arme ultime qui résiste à l'explosion, qu'il ne vit que pour la destruction. L'équivalent de Doomsday pour les fans de Superman. Et ce qui va se passer, c'est que lui va être arrêté, 6 de 6 va être envoyé quelque part normalement pour être abandonné, mais il va réussir à s'échapper et il va atterrir au pire endroit pour lui sur Terre, Hawaï. Et à ce moment-là, le film prend une direction un peu particulière parce qu'il va nous raconter l'histoire de Lilo, une petite fille hawaïenne, et de sa grande sœur, également gardienne Nani, qui essaye à travers plusieurs boulots d'essayer de la garder, parce qu'en plus derrière, on a les services sociaux qui viennent pour vérifier que Lilo va très bien. Et Lilo, c'est une gamine assez isolée, mais elle va découvrir un peu l'amitié, l'attachement qu'elle a avec Stitch, et ce duo va devoir faire face à une situation qui est très semblable. Lilo qui ne veut pas être retiré de sa famille et Stitch qui veut pas quitter l'endroit où il a atterri. Alors pour le contexte, ce film il est sorti dans une période où Disney se cherchait, il a abandonné les films de princesses et puis ils essayent des choses peut-être sans chanson. Donc on a eu toute la période La Belle et la Bête, Roi Lion, Mulan, etc. Ils viennent de sortir l'Atlantine et là on est en 2002, c'est juste avant qu'ils sortent La Planète au Trésor et donc ils décident de confier un film à Dean DeBlois et Chris Sanders qui va s'appeler donc Lilo et Stitch où il n'y a pas de chanson donc ça dénote un peu avec ce qu'ils ont fait. Et le personnage de Stitch en fait avait déjà été créé par Chris Sanders, on verra que c'est un peu son dada, les petits monstres mignons, il y a 17 ans pour un livre qui a jamais sorti, donc ils font confiance un peu plus à des gens pour faire expérimenter des choses. Et en connaissance de cause, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de Lilo et Stitch en le revoyant? Je me souvenais, Lilo et Stitch, c'est assez particulier parce qu'à chaque fois que je regarde, je me souviens qu'il est bien, mais ensuite j'oublie le pourquoi et j'ai juste cette vague sensation d'avoir passé un bon moment devant un film extrêmement chouette. Et à nouveau, en le regardant avec des yeux beaucoup plus expérimentés, je me suis rendu compte à quel point j'adorais Lilo et Stitch. En fait, je trouve ça trop bien parce que quasiment toute l'histoire, est juste une métaphore pour parler justement de familles recomposées et de comment on grandit un peu seul à travers des familles qui ne sont pas faites, qui ne sont pas complètes, où il va manquer des choses, où tout le monde va essayer de faire son mieux, notamment quand tu prends le personnage de Nani et que tu regardes tous les petits jobs qu'elle fait pour essayer de s'en sortir, va faire son maximum pour essayer de garder Lilo, là où Lilo est une enfant justement qui est isolée parce qu'elle a plus ses parents, sa sœur essaye d'être là mais elle est obligée de trouver constamment un travail et elle, ses amis ne sont pas très sympathiques avec elle. Alors faut dire aussi qu'elle se jette sur eux pour les taper et les mordre, mais c'est totalement le comportement d'un enfant en fait qui grandirait un peu dans la solitude sans être habitué justement à sociabiliser. Et l'histoire est tellement cool, mais c'est comme l'introduction, j'en ai parlé rapidement en vous racontant un peu le contexte du film, mais l'introduction ça se passe directement dans l'espace. Il y a tout ce truc avec c'est une arme dangereuse auquel il faut faire attention et ça dure 10 minutes, on a toute la présentation de l'expérience avec un petit côté un peu Star Trek, ce conseil qui a des règles, qui essaye de protéger, la mise en avant d'expériences scientifiques et au bout de 10 minutes quand il s'échappe, il y a tout ce truc de changement d'ambiance, on se retrouve à Hawaï avec des danseuses, Lilo qui est en train de faire du surf.
Et le changement d'ambiance marque bien l'évolution que les personnages auront durant le film. Toi, je sais pas si tu l'as aimé ou pas, mais j'ai déjà une idée de la réponse. Bah, en vrai, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Je vais rester sur le côté familial. Genre, on pourra reparler des aliens après. Il y a des trucs qui m'ont beaucoup fait rire. En le revoyant, j'ai trouvé ça vraiment cool. Je pense que je pensais que j'allais plus aimer. J'ai trouvé que ça passait vite en fait et qu'il y avait des changements. Parce que Stitch, du coup, c'est un peu une histoire de rédemption où il détruit tout et puis il va devenir un bon chien modèle ou un bon citoyen modèle, on va dire. Et tout va. En fait, il y a beaucoup de choses quand il va vite. Il devient gentil vite et puis les problèmes se résolvent assez vite. Et je pense que quand c'est petit, c'est super, mais c'est vrai que bon là, ça m'a un peu, voilà, je trouve qu'il y a un côté très enfantin, mais j'ai trouvé ça cool. Notamment le duo des deux aliens, Jumba et le Cyclope. J'ai trouvé assez drôle, toutes les vannes sur les moustiques, etc. Je trouve ça chouette. Et effectivement, ce que j'aime bien dans ce côté famille recomposée, c'est que il l'ancre dans un contexte social, un contexte territorial. Et il y a un truc qui me gêne souvent avec les films américains quand il y a une espèce de famille recomposée comme ça, c'est qu'en fait, plutôt que de dire on n'a pas de parents, on va essayer, donc on va faire avec, on va essayer de reconstruire cette structure familiale-là. Elle le dit à un moment d'ailleurs à Nani. Elle le dit à un moment, Lilo le dit à Nani, elle dit je te préfère en sœur qu'en mère. Alors j'ai pas trouvé l'âge, je pense pas qu'ils disent leur âge, mais on voit que Nani elle est quand même jeune, elle doit avoir peut-être une vingtaine d'années, donc on voit que c'est quand même on sent que elle agit pas comme une mère. Et pareil, son ami qui a agi comme comme le copain cool de sa sœur en fait. Et à aucun moment ils vont stipuler, ils vont toujours parler de famille avec Ohana. Mais jamais ils vont dire, il y a jamais une figure qui va devenir une figure de père et jamais une figure qui va devenir une figure de mère. Et alors que je trouve que dans le cinéma américain, souvent ça arrive quand il y a un manque, il y a toujours un remplacement. Je pense à notamment un chef-d'œuvre du cinéma américain, mais qui est tiré d'un autre personnage bleu, mais qui est japonais pour le coup, c'est Sonic. Dans Sonic 1 et 2, je trouve ça fou à quel point Sonic c'est censé être un alien aussi. Du coup, on va rebondir dessus. Après. C'est censé être un alien, etc. Et alors, qu'est-ce qu'ils font les scénaristes? Ils se disent, plutôt que de faire cette histoire d'amitié qu'il y avait un peu dans le 1, en gros, le personnage qui va trouver Sonic, ça va devenir un père de remplacement. Il va toujours parler du côté père, etc., de qu'est-ce que c'est être parent, et je trouve ça insupportable, même dans Avatar, où c'est encore des aliens bleus, tu vois. J'ai même pas fait exprès. Est-ce qu'ils ont 4 bras? Non, ils ont pas 4 bras. Où t'as cette truc ils sont censés être dans une autre culture, ils sont censés être dans une autre culture, dans le 2, ce n'est que la structure familiale classique, patriarcale, où le père décide de tout, et là, je trouve ça vraiment rafraîchissant, et ça arrive en 2002 aussi, à un moment où clairement le divorce est de plus en plus accepté dans la société, etc. Ça arrive de plus en plus souvent, ce qui n'était pas le cas. Je pense que dans les vieux Disney, ça devait être moins ancré. Et donc, je trouve que c'est quand même un film qui me semble dans l'air du temps, on va dire. Oui, les autres éléments que tu as qui sont justement dans l'air du temps, avant de l'aborder, je vais parler du fait que si leurs parents ne sont pas là, c'est qu'ils sont morts lors de ce qui ressemble à une catastrophe naturelle. Lilo en parle juste rapidement en disant qu'il y avait beaucoup de vent, il pleuvait beaucoup ce jour-là, ils ont pris la voiture, ils ont disparu. Et l'autre truc qui est intéressant, c'est par exemple, si tu regardes les emplois que fait Nani, le tout premier dans lequel on te le présente, c'est qu'elle est serveuse dans un bar, dans un restaurant, et en fait, ce restaurant t'est présenté à travers le copain, je crois que c'est David en VF, et en fait il est présenté comme un cracheur de feu, un danseur de feu en tenue traditionnelle. Derrière tu as Nani qui commence à servir avec Lilo qui est dans un coin et qui fait un dessin pour expliquer à quel point Stitch est méchant et que le fait que ça dépasse un peu le niveau de ses oreilles, le niveau de méchanceté, ça indique peut-être qu'il est très méchant. Et elle aussi elle est en tenue classique, et en fait quand tu regardes les gens autour, t'as pas de focus dessus, mais tu te rends compte que c'est un restaurant qui vend un peu ce truc de l'Hawaï un peu fantasmé et rêvé, et que c'est pas forcément un job qui est très cool de faire semblant d'appartenir à une culture qui est beaucoup plus moderne que ce qu'il doit mettre en avant. Et t'as la question de pauvreté justement parce qu'elle va chercher plein d'emplois. Tu peux voir le désordre dans la maison qui est lié au fait qu'elle est toute seule à essayer d'élever sa sœur, et j'aime bien justement parce que tu vas avoir toute cette introduction de SF avec derrière un rattachement
à Hawaii qui est très fort, même si je trouve que musicalement, ils ont beaucoup abusé sur l'ambiance Elvis. Je comprends parce que ça permet de faire quelques blagues, mais je trouve ça triste parce que derrière, t'as la musique d'Alan Silvestri, qui est quand même... bon, allez, c'est pas une musique sensationnelle qu'il fait, mais c'est quand même le mec qui a fait la musique d'Avengers Ready Player One. Pour les plus jeunes et pour les plus vieux, c'est lui qui fait toute la musique de Retour vers le futur. Et rien que dire ça, vous vous rendez compte à quel point que, normalement, musicalement, il est bon. Tu veux rebondir dessus ou on lance les aliens ? Non, je voulais juste dire, je voulais revenir sur le côté familial aussi. Ça me fait un peu rire à la fin parce que on n'a pas l'agent de Cobra Bubbles, ouais, qui est en fait est l'agent de comment c'est C'est un ancien agent de la CIA. Un ancien agent de la CIA, mais qui est du coup maintenant il fait du oui, il fait Fiction, qui est aux services sociaux en fait. Et moi, ce qui me fait rire, en fait, ce qui me fait rire dans Bubbles. Et dans aussi, alors c'est Piccoli et Jumba, les deux aliens là qui veulent arrêter Stitch, ils retournent leur veste hyper vite. Cobra Bubbles, on sent qu'il est sympa et tout et qu'il essaye. Et à la fin, c'est comme bon, on va t'aider finalement. Et ce qui me fait rire, c'est qu'à la fin, ils font une image de famille. Bon, spoil la fin de Lilo et Stitch, je pense. Vous vous en remettrez si vous l'avez jamais vu. En mode, ils font, en fait, c'est notre famille maintenant. J'ai comme, mais ça marche pas comme ça dans la vraie vie. Mais ça m'a vraiment fait rire parce que c'est là où je trouve ça va un peu vite, etc. Mais bon, moi, la vitesse, c'est quelque chose que je comprends. Parce que c'est un film d'animation, donc à l'époque, tu te dis qu'il doit faire moins d'1h30. Il y a j'ai pas trouvé... Alors, il est rapide, pour le coup, je suis d'accord. J'ai pas été trop surpris, entre guillemets, par les retournements rapide. Par exemple, le fait que Stitch devient gentil assez vite, c'est aussi lié à un truc qui est très intéressant, et que dit Jumba, c'est qu'il est né pour la destruction, et tu le fous dans un endroit où il ne peut rien détruire. Ça m'a pas tant choqué. Donc, il doit essayer de se remettre en question. Si tu prends juste Jumba et Piccoli, tu as 80% des comédies françaises. C'est-à-dire tu vas avoir le mec un peu coincé du cul qui va rencontrer l'autre qui est un peu à la cool, un peu comme ça. Et finalement, bon, c'est là où ça différencie des comédies françaises parce qu'à la fin, ils sont un peu, oui, maintenant l'autre il est beaucoup plus cool et l'autre maintenant il sait bien faire les choses. Oui, alors que pas du tout. À la fin, c'est juste Piccoli qui fonctionne bien. Ouais. Oui, qui accepte juste en mode, la vie c'est de la merde, j'ai basé toute ma vie sur un truc qui est faux. Et Piccoli, je l'ai défini comme ça, un croisement entre C3PO et Arthur Weasley. Parce qu'il a exactement ce truc d'être le personnage qui essaye de tout expliquer comme C3PO. Et il a ce truc d'Arthur Weasley d'avoir un amour pour la culture moldue. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et on disait que c'était dans la période expérimentale de Disney. Si tu prends en compte que, si je me trompe pas, Hawaï c'est à l'ouest des États-Unis. Et du coup, le fait que tu aies de la science-fiction et que tu aies justement cette île tout à l'ouest des États-Unis, ça m'a mis en avant la question, est-ce qu'on n'aurait pas affaire à ce qu'on appelle le Wild West, qui est en fait un truc que tu avais dans les comics de Pulp Fiction au début du XXe siècle, où justement tu prenais le Ouest américain avec cette idée de conquérir et tu le mélangeais avec des extraterrestres, des fantômes, des loups-garous et tout, parce que là tu te retrouves sur un territoire, certes qui a son charme un peu exotique d'Hawaï, mais qui reste un territoire américain, et je crois que l'agent Bubble, que l'agent socio Bubble on passera sur le fait que depuis le début c'est un agent et qu'il y avait ce jeu de mots un ancien agent de la CIA. Moi c'est en fait petite parenthèse, c'est ma plus grosse frustration à la fin du film parce qu'il dit que c'est un ancien agent de la CIA, qu'il était présent en Rodel, et du coup moi quand j'entends ça je me dis mais comment il a pu partir de la CIA? Ouais, c'est à quel moment il s'est retrouvé dans le travail social, quoi. Surtout, à nouveau, spoil pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est quasiment rien. Au moment où Stitch atterrit sur Terre, le Conseil d'extraterrestres propose d'exterminer la planète, tout simplement. Et tu as Piccoli qui intervient en disant qu'on ne peut pas faire ça, et la chef, la doyenne des décisions galactiques, répond pourquoi il y a une espèce intelligente, et répond non, il y a une espèce protégée, les moustiques. Et à la toute fin du film, quand elle descend justement sur Terre et qu'elle tombe face à l'agent Bubble, elle lui dit on s'est pas déjà vu, et elle répond si, on s'est vu pour une histoire assez mystérieuse, 1962, Roswell, et derrière il dit oui j'ai sauvé la planète en réussissant à les convaincre que les moustiques étaient une espèce protégée. Et tu te rends compte que une grande partie du fil directeur de ce film est lié à Bubble. Moi ce qui me fait rire, c'est que ça m'a fait rire parce que c'est des incohérences, parce que c'est un dessin animé, mais je ne comprends rien au système de loi des aliens, parce que je m'explique. En gros, à un moment, au début, on comprend qu'ils sont sur un procès qui est assez cool, il dure longtemps, c'est un procès, donc
elle décide. Non, mais je veux dire, ça reste une introduction qui est longue. D'ailleurs, Lilo et Stitch, j'ai remarqué, il se rend compte qu'à un tiers du film quasiment. Et ça m'a étonné en fait, parce que l'intro pose les personnages et on s'ennuie pas vraiment. Et je me dis, putain, découvrir ça au cinéma, t'es petit, on te dit, tu vas voir un Disney, et puis t'arrives, t'es dans l'espace, t'as un procès, etc. Et le procès, ils font, ouais, Jumba, est-ce que coupable ou pas? Mais ils décident juste pas. T'as la grande conseillère qui juste dit, bon, bah, ok, coupable. Et après, ils font, ok, vous êtes en état d'arrestation. Je suis comme, non, mais l'état d'arrestation, ça arrive avant le procès, normalement. Et j'étais comme, et puis, et en fait, ils ont l'air hyper légalistes en mode, à la fin, en mode, non, mais il y a des lois, on peut pas faire n'importe quoi. Et là, c'est comme, bon, bah, on va envoyer le scientifique aller chercher Stitch. Ah, mais je le dirai pas aux autres, vous en faites pas. Et du coup, je comprends pas. Ils ont l'air à la fois hyper légalistes, en même temps, bon, la loi, c'est bon. On comprend pas du tout leur système politique, en fait. Et ça me fait vraiment beaucoup rire. Mais est-ce que finalement, Jumba, si on prend la référence de Mass Effect, ce serait pas un peu un spectre? C'est-à-dire que techniquement, il est en dehors des lois, il est au-dessus dessous. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais c'est vrai que l'introduction est vraiment très cool avec justement ce procès. On te présente quelqu'un, on te dit, t'as fait un crime odieux, t'as créé un monstre. Il est en mode, punaise, moi, créer un monstre, je crois pas. Et juste derrière, il y a Stitch, il fait, bon, bah, j'ai envie peut-être faire un tout petit. Et il explique, oui, il est indestructible, il résiste au plus rayon plasma, il résiste au vide de l'espace. C'est en mode, un petit monstre. Un petit monstre, ça. Mais ouais, je trouve ça assez chouette. Bah, en fait, je trouve le point fort du film, c'est les personnages. Il y a Gantu aussi, qui est une espèce de géante baleine terrestre qui a un bras droit de la grande conseillère, dont j'ai oublié le prénom, et qui doit arrêter Stitch à la fin, qui est un peu le méchant, mais il n'y a pas vraiment de méchant dans le film. La présidente de la conseil, moi, à chaque fois que je l'ai vue présenter, elle a été présentée en présidente de la grande conseil. Elle a pas vraiment de... Ouais, c'est ça. Dedans. Mais c'est drôle que tu parles de Gantu, parce que dans mes notes, au moment où je l'ai vu, je sais pas pourquoi, il reste pas longtemps, mais j'aime bien sa personnalité. Je pense que c'est lié au design, parce que les designs des extraterrestres dans Lilo Stitch, t'en as deux. Enfin, techniquement, t'en as trois, mais t'en as un qui va être vraiment extraterrestre, et t'en as un deuxième qui va être lié à des animaux, notamment les soldats qui sont à bord du vaisseau de Gantu, ouais. Tout en tenue. Tu vois que c'est des raptors, en fait, qui sont juste sous des tenues. Gantu, bah, il ressemble à une baleine. D'ailleurs, j'ai noté deuxième meilleure baleine de l'espace derrière celle de Avatar 2, parce que les baleines de l'espace d'Avatar 2, elles sont trop cool. Et par exemple, celui qui est censé surveiller Stitch dans sa cellule, c'est un requin marteau. Et t'as tout ce truc de... Une fois sur deux, ça va soit être des animaux liés à la Terre, mode extraterrestre, soit de purs extraterrestres. Ouais. Ce qui renforce l'idée d'un grand conseil galactique avec plein de mélanges dedans. Plein d'espèces. Gantu, c'est un peu c'est le Evil loyal dans la catégorie RPG. Qui à la fin est tout tranquille et tout gentil parce qu'une fois qu'il a perdu, il est en mode ouais, c'est ça. J'ai perdu. Je repensais à ce que tu disais sur l'introduction. Il y a aussi un truc qui fonctionne qui est que tu as toute l'introduction sur Stitch s'échappe et ta deuxième introduction autour de Lilo. Et en fait, tu as ces deux introductions, donc toute la partie galactique a fait une dizaine de minutes, toute la partie avec Lilo, elle doit faire quasiment autant, et en fait, avec la partie qu'on a sur Lilo, c'est le moment où on voit l'astéroïde se cracher, où on se rend compte que tout ce qu'on regarde, on se rend compte que tout ce qu'on regardait dans l'introduction de Lilo, c'était pas que le vaisseau s'était déjà écrasé, donc on suivait Lilo, c'est qu'on suit Lilo et qu'elle va voir le vaisseau s'écraser, et on se rend compte qu'il y a une différence de temporalité, qui est le seul moment où ils vont utiliser cette technique. Je voulais revenir sur le réalisateur, donc Chris Sanders. Alors après Lilo, donc en fait il y a deux réalisateurs, il y a Dean DeBlois et Chris Sanders, mais potentiellement vu ce qu'ont fait les deux, bon c'est toujours dur de savoir qui a fait quoi dans un duo parce que ça se mélange, mais probablement Chris Sanders a plus créé Lilo et Stitch, en tout cas c'est lui qui a dessiné Stitch, et en fait ensuite il est parti de chez Disney. Et il a fait Dragon juste après. Donc qui est une personnage bleue qui arrive, qui se crache dans un autre monde qui n'est pas lui, et il y a un humain et une créature qui vont s'allier. Et il a fait récemment aussi The Wild Robot, donc le robot sauvage. Et justement, il y a l'idée aussi de famille recomposée, et ce qui est marrant, c'est que dans Stitch, il va lire l'histoire du petit canard, le vilain petit canard, où donc ce petit canard qui va chercher sa famille et qui se rend compte qu'il n'est pas au bon endroit parce qu'en fait, à la fin, spoiler, c'est un cygne. Et il y a dans le robot sauvage, pour ceux qui l'ont vu, sans trop dévoiler, il y a tout un parallèle avec le vilain petit canard. Et je trouve que dans ces deux films, voire ces trois films,
ce sont des personnages en fait qui ne sont pas à leur place et contrairement au vilain petit en fait qui vont réécrire le vilain petit canard parce que dans le vilain petit canard, c'est il n'est pas à sa place parce qu'il a une vraie place. Et alors que dans Le Robot Sauvage, Lilo et Stitch, en fait, c'est des personnages qui ne sont pas à leur place de base, mais qui vont soit travailler sur eux-mêmes, soit accepter leur place. Je pense Lilo et Stitch, où Stitch va travailler, il va se rendre compte qu'en fait, il n'a pas de vrai endroit, il n'a pas été créé, donc il décide quand même de rester sur cet endroit pour lequel normalement il n'est pas fait. Dans Dragon, alors c'est pas tant le dragon, mais on va dire c'est plutôt Harold, je sais pas comment il s'appelle, qui décide que bah non, je suis un Viking, j'ai le droit d'être un Viking et d'être dans ma famille, appartenir à cette lignée, tout en ne combattant pas les dragons et en les adoptant. Et dans Le Robot Sauvage, donc j'ai moins raconté pour moins spoiler, mais il y a aussi cette idée-là que il y a un personnage d'oiseau en fait qui va se retrouver à être décalé par rapport à son espèce et qui va décider que son identité et son unicité est faite aussi de sa différence-là en fait. Et donc je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est dû au réalisateur. On peut voir une espèce de ligne comme ça parce qu'il est aussi scénariste de ces films-là. Et je pense aussi à l'époque où on a une époque où, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a plus de divorces, etc. Et moi, j'ai l'impression que ça vient répondre à ça, de dire aux enfants, tu n'as pas de place prédéfinie dans ce monde, en fait, c'est à toi de la créer, il n'y a pas de destinée comme ça, contrairement au conte du petit canard qui était là pour te dire, si tu n'es pas bien à ton endroit, c'est que il y a un endroit dans ce monde où tu seras bien. Je pense que tu as raison. Je reviens sur Stitch, notamment le fait qu'il n'ait pas sa place. Parmi les trucs qui peut sortir du film, c'est à un moment tu vas construire la ville de San Francisco pour la détruire, alors que techniquement il l'a jamais vu. Mais surtout, je reviens sur Jumba qui dit que son programme, c'est un programme de destruction, donc qui est fait pour détruire les villes et qui commence à faire une liste des choses qu'il est censé faire pour détruire une ville. Et je sais pas si t'as prêté l'oreille, mais parmi les choses qu'il doit faire dans sa liste de destruction, il y a bloquer les égouts. Ok, qui est acceptable, mais le dernier truc qu'il dit, c'est qu'il va voler tous les souliers gauches, qui est inclus dans son programme de destruction. Beaucoup d'éléments que j'aime bien, notamment il y a un mème que j'utilise beaucoup avec des amis, qui est son Lilo qui vient de passer une mauvaise journée, qui a bloqué la porte, qui est allongé sur le tapis et qui dit à sa sœur qui essaye de rentrer, laisse-moi mourir tout seul avant de commencer à faire du lip sync sur du Elvis Presley, que j'aime beaucoup, mais surtout quand elle définit Ohana avec personne n'est abandonné ou laissé derrière. T'as le moment justement de la séparation entre elle et Stitch où elle sait qu'elle va être retirée dans sa famille après un discours de Bubble qui est à la fois terrible de vérité et effrayant quand il dit à Nani que il sait qu'il l'aime mais que parfois pour son propre bien il doit la laisser partir pour être mieux élevé. Et t'as un peu ce rapport qu'elle va avoir avec Stitch de lui dire la même chose, qu'elle va partir, qu'il peut pas forcément l'emmener, elle va dire c'est un peu à domineux et elle va terminer en disant cette phrase que je trouve terrible. Après elle a une période bleue donc c'est une grande artiste. Elle dit à Stitch qu'elle se souviendra de lui, qu'elle se souvient de tous ceux qui s'en sont partis, qui pas terriblement triste en fait. Et c'est quelque chose qui est d'autant plus mis en avant dans Lilo et Stitch, qui est qu'au final tu as très peu de combats. Tu as la scène d'évasion au tout début, tu as éventuellement la scène tout à la fin, et entre deux tu vas avoir une première tentative de Jumba de tuer Stitch, mais c'est pas vraiment une phase de combat. Tu vas avoir sa tentative de le kidnapper qui est pas non plus une véritable phase de combat, et tu vas avoir éventuellement la destruction de San Francisco. Et c'est un film en fait qui va avoir à son intérieur très peu de scènes d'action, si ce n'est au début ou à la fin. D'ailleurs, petit fun fact, la scène de fin a été modifiée parce qu'à l'origine, ça devait pas être un vaisseau alien qui volait entre deux collines, mais ça devait être un Boeing en train de voler entre les deux collines. Et vu qu'on était quelques mois après le 11 septembre, ils se sont dit que ce serait une très mauvaise idée. C'était peut-être pas trop d'actualité. Je vais un peu parler de la toute fin, c'est-à-dire après que toute l'intrigue soit résolue, parce que tu as plusieurs trucs qui mettent en avant que maintenant c'est entre guillemets une famille qui fonctionne. Déjà j'ai une question qui est, je sais pas si tu te souviens, mais t'as un moment où Jumba et Piclic offrent des petites voitures, et les petites voitures se mettent à voler et à tourner, et je sais pas si c'est lié au fait que Dean DeBlois a bossé sur l'Atlantide, mais pour moi ça ressemble beaucoup au véhicule de l'Atlantide, parce qu'ils ont cette forme un peu de poisson. Mais surtout, quand vous regardez le début du générique avec après, tous les vaisseaux sont très ronds dans le design de ce film-là, je trouve. Ouais, mais ils ont tous des moteurs. Côté poisson.
Ouais, mais ils ont tous des moteurs, ce qui est pas vraiment le cas de ceux que tu as à la fin. Mais je voulais parler des cartes postales que tu vois à la fin, Ouais. parce que il y a des trucs qui sont importants, notamment tu vois qu'ils vont faire un voyage à Graceland, qui est le musée maison d'Elvis Presley transformée en musée, ce qui se tient. Tu les vois aussi au Merry Monarch Festival, qui est une semaine de festivités à Hawaï lors de Pâques, donc qui est vraiment une fête qui est liée à Lille. Et t'as autre chose qui m'a marqué, c'est qu'ils prennent une photo devant la statue de Duke. Duke fait référence, je m'excuse si j'écorche le nom, sachant que je prends son nom raccourci, donc Duke Kanamamoku, Moku, je ne sais pas trop, qui est en fait un personnage extrêmement important sur l'île d'Hawaï, qui est un grand surfeur, qui est aussi un acteur qui a joué pour Victor Fleming, que tout le monde connaît parce qu'il a réalisé Autant n'emporte le vent, mais qui est surtout connu pour être le premier nageur de l'histoire des Jeux Olympiques à avoir conservé 2 fois son titre de suite en nage libre 200 mètres en 1912 et en 1980. Il a aussi rapporté des médailles d'or, notamment en relais, et également en médaille d'argent. Et j'ai l'impression que, bizarrement, le film te met bien dans l'ambiance d'Hawaï et qui voulait mettre plus de choses pour vraiment mettre justement ce côté hawaïen, mais qui remettent qu'à la fin. Et en fait, techniquement, c'est juste des clins d'œil, un peu des caméos en mode on connaît des trucs d'Hawaï, mais le fait qu'ils le mettent vraiment juste en carte postale, pour moi, ça rajoute un truc qui est de dire on est à Hawaï, on n'a pas besoin de forcer, et ceux qui connaissent reconnaîtront les clins d'œil. Alors, nous voici à la fin de cet épisode de Projection perdue. Mais avant de terminer, Louis, moi j'aimerais bien savoir le fin mot de ton enquête, parce que t'as fait l'introduction avec, et je crois que c'est le moment de nous en parler, non ? Ouais, tout à fait. Alors, comme j'étais dans les cadeaux de Noël, je me suis rendu compte que Stitch était partout chez les enfants, et je me suis demandé pourquoi. Alors évidemment, on pourrait se demander, c'est une peluche mignonne, ça parle aux enfants de tous âges, qui ont pas forcément dans une structure familiale comme on l'a un peu dit. Je pense que c'est un personnage qui n'est pas genré forcément. En tout cas, ça a l'air d'être un mâle, mais je pense que ça touche. Pas dans le premier film. C'est pas forcément qu'il est pas genré parce que ça a l'air d'être un mâle, mais je pense qu'il peut. C'est un film qui touche garçon-fille, qui peut toucher toute. Voilà, en termes de marketing, je parle. Après, en termes de cinéma, c'est autre chose. C'est une personnage qui change, donc peut-être que les enfants s'identifient à un personnage qui est un peu bordélique et puis qui va devenir gentil. C'est une histoire qu'aiment bien. Donc, je me suis dit, c'est tout ça qui fait que c'est un personnage assez attachant et qui, d'un point de vue marketing, en tout cas, fonctionne. Sauf que, en fait, du coup, ça aurait pu être hégémonique depuis 2002 quand le film est sorti. Et donc, j'ai fait mes petites recherches Google Trends et il se trouve que Stitch a quand même percé beaucoup plus depuis 2016, 2018, 2019, etc. Donc je me suis demandé pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 et à partir de 2018. En fait, il se trouve que Lilo et Stitch, le remake, a été annoncé en 2018. Donc j'ai regardé la production des jouets Stitch qui a augmenté depuis 2018 à partir du moment où ils ont augmenté le remake. Donc je me demande s'il n'y a pas une volonté de Disney de vendre plus de peluches pour faire que tous les gamins vont aller voir le film, parce que là, il y a un remake qui sort en 2025. Je pense qu'il va très bien marcher, étant donné le nombre de peluches Stitch qui se vendent. Et ensuite, il y a eu 2 choses. Il y a eu aussi l'apparition de Disney+, il y a eu ses sorties donc, dans les différents pays qui sont situés qu'on commence en 2009 et c'est arrivé en France en 2020. Et je sais qu'ils ont poussé aussi Lilo et Stitch et la série Lilo et Stitch qui était sortie un tout petit peu après sur les plateformes. Il y a aussi tout ce qui est Disney, etc. Il y a aussi tout ce qui est les parcs Disney où en fait Stitch est devenu une des mascottes aussi, et donc ils choisissent qui ils mettent en avant en fonction de qu'est-ce qui sort, etc. Et donc je pense qu'il y a d'un point de vue marketing, ça doit être pour ça. Donc non, ce n'est pas seulement parce que c'est un personnage mignon, parce que sinon il y aurait beaucoup de personnages mignons qui marcheraient. Je pense qu'il y a une volonté très claire de Disney d'inonder ça. Et aussi, c'est le genre de choses, c'est du marketing de contenu qui s'auto-nourrit, parce que plus les gens aiment, plus les gens vont acheter, donc plus il va y en avoir, plus les gens vont être au courant. Et je suis tombé sur des tunnels de forums de parents qui se demandent mais pourquoi tous les enfants veulent Stitch, etc. Et le serpent qui se mord la queue, moi je me suis dit pourquoi les gens veulent Stitch, et ce qui fait qu'on fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les gens aiment Stitch. Et donc on fait un épisode sur Lilo et Stitch, donc désolé de t'apprendre Damien, on participe au marketing, malgré nous, de Disney, on s'est fait avoir.
La morale de cette histoire, c'est que la prochaine fois que tu proposes un film, je t'écoute pas. C'était le podcast Projection Perdue, votre podcast cinéma de la Chimérathèque. Merci d'avoir écouté et merci à toi, Damien, d'avoir été là. De rien. Et n'oubliez pas, personne n'est oublié ni laissé derrière. Écoute, je te propose que pour le prochain épisode, on reste sur du film d'animation qui parle de famille recomposée. Ok, mais j'ai une seule condition, ça doit être fait par un très grand réal. Ok.